Allez, c'est parti. 13h05. Alors, je sais pas si tout le monde est là, mais on a déjà 16 personnes pour commencer. C'est franchement cool. Alors, comme on est entre midi et deux, on va faire efficace. Déjà, je vous remercie d'être là, pour ceux qui sont là. C'est le deuxième live Fantassin. On essaie d'en tenir un tous les mois. Le mois dernier, c'était Florian, mon compère, qui vous parlait de Gutenberg dans WooCommerce. C'était un live plutôt technique. Ce mois-ci, on va être sur un live plutôt à vocation graphique, en fait, avec justement la thématique des grilles. L'idée, c'est de voir aujourd'hui, de vous transmettre quelques méthodes qu'on utilise au quotidien pour développer en fait des grilles de composition sur mesure, de manière, nous on bosse principalement avec de la grille web. Après, c'est des méthodes qu'on peut utiliser, qui peuvent se dupliquer sur du print si on a envie, et sur n'importe quel autre support, quoi. C'est des choses qu'on peut utiliser pour, je sais pas, demain vous voulez faire une grille sous PowerPoint, vous pouvez très bien le faire de cette manière-là. Donc voilà, au programme, il y a une petite partie un petit peu théorique d'intro. La deuxième partie sera plus en mode quel tips en fait est-ce que nous on utilise pour développer des grilles custom et pourquoi des grilles custom. Et dans la troisième partie, on entrera dans un volet, alors c'est de la technique mais de bas étage. C'est vraiment de la technique de base, mais c'est simplement pour donner 2-3 tips pour se projeter sur les grilles qu'on monte en fait, et pour que vous puissiez les tester en direct avant que ça parte en prod. Alors en intro, pourquoi une grille de composition? Les raisons sont assez simples, hein. C'est principalement gérer la manière dont on va présenter le contenu, donc l'organiser, le lier, le hiérarchiser, l'harmoniser. Tout ça avec des objectifs un peu plus macro, on va dire. S'assurer que le contenu est lisible, s'assurer qu'en fait il est compris de la bonne manière, en fait, à travers notamment l'enchaînement des éléments, guider la lecture et éventuellement identifier un langage visuel. Il y a pas mal de domaines dans lesquels le choix de la grille en fait peut devenir un élément de reconnaissance. Si on prend un exemple hyper vaste, on peut prendre celui du design, qu'on pourrait dire design germanique, ultra gridé, etc., ou le design suisse. C'est des tendances de design où justement la notion de grille est vraiment ultra visible et devient une partie de la signature graphique de tout ça, en fait. Donc, la grille peut nous aider à identifier un langage visuel. Quelques exemples de grilles, en fait, pour justement se remémorer le fait qu'en fait, on est confronté aux grilles depuis qu'on est gamin. Celle-là, on l'a tous connue, papier millimétré, je crois que ça date du collège. Celle-là, c'est encore pire. On l'a connue à peu près toute notre vie. C'est une grille de mise en page. Je sais pas comment ça se passait pour vous, mais moi j'ai quand même le souvenir sur les dissertations, etc. On positionnait, on faisait de la mise en page de ce qu'on écrivait. On était déjà sur une grille de mise en page. Si on va un peu plus loin, là on est sur du Klimt, Vienne 1900. On observe l'utilisation de grilles de mise en page dans l'art, en fait. Donc cette affiche sécession, elle est assez connue parce que justement elle est composée sur une grille hyper forte, et du coup la grille a un impact vraiment costaud. C'est bon, ça marchait. Vraiment costaud. D'autres exemples, c'est pour faire le lien avec les supports papier, c'est les méthodes de mise en page, en fait, sur justement du livre, les méthodes de mise en page qu'on peut utiliser, qu'on peut rencontrer. Ça donne de la grille, tout simplement. La grille, on en voit aussi dans l'architecture. Donc là, on est sur j'ai complètement zappé le nom, mais c'est pas très loin de Lyon, c'est le couvent. Le couvent de
trois petits points, je sais plus lequel c'est. Mais voilà, on observe de la grille au niveau de la disposition des poteaux sur les étages où vous voyez les vitres. La légende raconterait que si par exemple on passe en skateboard genre dans le couloir et qu'on tape chaque poteau l'un après l'autre, ça donnerait une mélodie. J'ai jamais testé jusqu'à maintenant, franchement, ça se teste. Mais en tout cas, on observe aussi dans l'architecture des éléments de composition en gris. Des grilles beaucoup plus classiques, print, c'est beaucoup plus actuel, on a beaucoup plus l'habitude de voir ce genre de choses. Et typiquement, on est là dans un exemple de signature. Il y a plein de gens qui, en voyant ça, notamment plein de graphistes qui, en voyant ça, peuvent rapidement penser à des inspirations suisses ou germaniques. Ça montre à quel point l'utilisation d'une grille peut vraiment provoquer des accroches de culture, en fait. Pardon. Une dernière grille un peu moins efficace, celle-là, elle a été un peu moins pleine de succès. Mais bon, on a la fameuse grille en escargot, le nombre d'or, qui n'a pas marché pour tout le monde, hein, mais voilà. Donc voilà, l'idée c'est de garder en tête que on a la grille de composition, c'est un héritage de la composition graphique, en fait, de la culture de la composition de graphique. Après, ça reste un outil. Nous, on a l'habitude de dire que un outil, c'est pour ça qu'on met le truc du marteau. Pour enfoncer un clou, on pourrait le faire avec le marteau de la manière normale. On pourrait essayer avec juste avec le manche, ça pourrait marcher aussi, peut-être moins bien. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire que l'outil, on peut choisir de l'utiliser, on peut choisir volontairement de l'utiliser mal, et on peut aussi choisir de ne pas l'utiliser. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on parle de grille qu'on est obligé de faire de la grille, en fait. L'idée, c'est que c'est un outil, et en fait, on doit s'en servir à partir du moment où on trouve que c'est pertinent de s'en servir et que ça nous apporte quelque chose. Voilà, ça c'est le message principal. Voilà, à partir de maintenant, on va s'intéresser un petit peu, on va rentrer dans le dur, on va s'intéresser aux fondamentaux de la composition d'une grille. Et ces fondamentaux vont nous aider justement à comprendre les méthodes que je vais vous proposer par la suite pour imaginer des grilles custom. Donc une grille, elle se compose de quoi? Enfin, ces fondamentaux, c'est quoi? Déjà, une grille, elle répond à un besoin, un contexte, un support. On fait peut-être pas une grille pour un bouquin, comme on fait une grille pour une affiche, comme on monte une grille pour un site, comme on monte une grille pour une appli. Donc le support, il est essentiel parce que c'est l'élément sur lequel votre grille va s'exprimer en fait. Le deuxième élément que moi qu'on essaie de travailler et que je trouve très très important, c'est le public ou la typologie du projet, parce qu'en fait ça définit les enjeux. Et quand on a des enjeux pour un document, des enjeux pour un site, etc. La grille, c'est un outil et elle peut nous aider à répondre à ces enjeux. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Si l'enjeu, c'est d'éduquer, si l'enjeu, c'est d'informer, si l'enjeu, c'est de démontrer, si l'enjeu, c'est d'impressionner, en fait, on essaie d'utiliser des verbes d'action, eh ben, on peut s'imaginer des mises en page, des layouts différents, en fait. Donc, forcément, on peut imaginer qu'on bossera avec des supports, avec des grilles différentes. Le dernier point, c'est le contenu, en fait, qui définit les besoins de mise en page. Par exemple, si vous avez que des images, si vous avez que du texte, si vous avez 30% d'images, 30% de texte, si vous êtes sur des images de photographes, si vous êtes sur des images, vous savez que vous allez avoir des images de petite taille. Tous ces éléments-là, l'analyse du contenu qui va être mis en page sur notre grille, en fait, est hyper important pour déterminer justement le type de grille qu'on va mettre en place. Voilà. Une grille, alors c'est pour moi une grille, elle se définit avec 4 caractéristiques. Et ces 4 caractéristiques, en fait, en font que à partir du moment où on l'a définit avec ça, on peut l'utiliser sur n'importe quoi. Sur du print, sur du web, sur de l'appli, on s'en fiche, il y a pas de. À partir du moment où on a compris le point 1, la notion de conteneur, à partir du moment où on a compris ce point, en fait, on se rend compte qu'il n'y a plus de débat entre print et pas print. Print et web interactif. Donc le premier élément qui nous permet de définir une grille, c'est son comportement dans un conteneur.
son comportement dans un conteneur, ça va être par exemple sur ma page A4, ma grille, elle va s'intégrer dans une zone avec mon A4 et ma marge intérieure de 2 cm sur tous les côtés. Bah voilà, du coup, ça me donne un conteneur qui fait 21 x 29,7 moins 4 en haut et moins 4 en bas. C'est le conteneur. Sur du web, par exemple, le conteneur, ça va être le navigateur et non pas l'écran, c'est différent. Et dans ce navigateur, c'est la même chose. On va dire, bah, ma grille se comporte comment dans le navigateur. Elle est au milieu, elle est centrée, elle prend 90% du navigateur. Le deuxième élément qui caractérise la grille, c'est ses limites de taille. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup plus sur du support numérique, mais l'idée, c'est de se dire qu'une grille, en fait, elle va avoir une limite de taille haute et une limite de taille basse. C'est-à-dire on peut ne pas la fixer, hein, mais c'est quand même important de réfléchir à cette notion-là et de se dire, quand je définis ma grille, à partir de quel moment, à partir de quelle adaptation de taille, est-ce qu'elle n'est plus viable, en fait. Si je définis une grille pour de la lecture, imaginons qu'elle soit en pourcentage, qu'elle prenne tout l'écran, est-ce que sur des écrans HD, elle sera toujours viable? Quelle longueur de texte est-ce que cette grille va générer? Est-ce que ça va toujours fitter avec la qualité des images que j'ai à dispo ou pas? Et à l'inverse, la limite basse est tout aussi importante. Imaginons on fait une grille qui s'adapte sur mobile. À partir de quel moment, à partir de quelle limite basse, est-ce que la grille, du coup, on trouve qu'elle est plus viable? Voilà. Donc ça, c'est important de le noter. L'élément 3, c'est un enchaînement de colonnes. Elles peuvent être identiques ou pas, c'est-à-dire de même taille ou pas de même taille. Et le point 4, voilà, il va surprendre personne, c'est une ou plusieurs valeurs de gouttière. Voilà. Donc vraiment, les 4 éléments, c'est conteneur, limite de taille, colonne, gouttière. Par exemple, ça c'est une manière de définir une grille pour une grille de mise en page, imaginons pour un site web. On l'a défini, 12 colonnes avec des gouttières de 30. Ça se comporte dans le conteneur en étant en mode 85% du conteneur centré avec une limite basse de 280 et une limite haute de 1200 pixels. Ça, c'est une manière hyper simple de définir une grille, mais au moins, on a tout ce qu'il faut. Ça nous donne des choses comme ça, c'est ce qu'on va essayer de combattre aujourd'hui. Voilà. À partir du moment où on voit ça, là, vous vous rendez compte que... Pardon, excusez-moi. Vous vous rendez compte que là, on voit une grille de 12 colonnes, c'est ce qu'on voit de manière classique un petit peu partout. C'est ce que Bootstrap utilise, c'est ce qui est utilisé par beaucoup de sites, et c'est ce qui en partie est responsable d'une forme d'uniformisation de la créa sur le web. Là, je vous ai volontairement mis un screen en mode sur un ordi pour qu'on se rende compte déjà que ça fait beaucoup de colonnes. Est-ce que sur mobile ça va le faire en fait? Ça justement, il faudra voir. Ça sera tout l'objet de la session de test qu'on fera à la fin du live. Mais voilà, l'idée c'est bien de voir aussi comment est-ce qu'elle s'adapte, cette grille. Dernier petit point là-dessus, sur les fondamentaux. Nous on identifie en général 3 types de grilles. Je dis nous parce que c'est quelque chose, ça nous appartient à nous. La théorie dit peut-être autre chose, mais voilà. En tout cas, chez nous, on identifie 3 types de grilles. La première, c'est celle que j'appelle la régulière. C'est une grille qui présente des colonnes fixes, des gouttières définies en pixels. Est-ce que tout le monde arrive à se connecter? Ouais. Des colonnes fixes, des gouttières définies en pixels. Rien ne s'adapte. L'exemple, c'est Pinterest. Vous allez sur Pinterest, vous adaptez votre fenêtre. En fait, vous aurez plus ou moins d'espace sur la gauche et sur la droite, mais vous verrez que la taille des colonnes est fixe et la taille des gouttières reste fixe. Voilà, moi je l'appelle la régulière. La deuxième, c'est la fluide. La fluide, en fait, ce qu'elle va faire, c'est que les valeurs de colonnes vont être définies en pourcentage. Les valeurs de gouttières vont souvent être définies en pixels, mais pourraient être définies en pourcentage. Et du coup, c'est en fonction du comportement dans le conteneur qu'en fait la grille va s'adapter et que les colonnes en pourcentage vont grandir ou vont s'agrandir ou se rétrécir en fait. Donc c'est une grille qu'on pourrait qualifier de plus évolutive en termes de différentes tailles d'écran. La dernière, c'est celle que j'appelle la mixte. C'est pas la salade, hein.
c'est bien la grille mixte. Là, l'idée, elle est simple, c'est de se dire que en fait, on va faire une addition de plusieurs types de grilles. Par exemple, on va additionner une grille de 4 et une grille de 6. Vous pourrez regarder, je vous ai mis un lien Vimeo d'une conférence. Elle date de 2017, il me semble, mais elle est franchement toujours d'actualité. Où en fait, il montre l'exemple d'une addition d'une grille de 4 et d'une grille de 6, qui permet d'avoir des options de mise en page beaucoup plus avancées que si on était parti sur une grille unique, une régulière ou une fluide unique. Donc ça, c'est un peu les trois manières de voir la chose. Tout est fixe pour la régulière. Il y a des choses sur des valeurs variables pour la fluide avec du pourcentage, et il y a du mix où là l'idée c'est que en fait, vu que c'est un outil, on peut fabriquer son propre outil. Là en fait, on fabrique sa propre grille en additionnant différentes grilles. Voilà pour ça. Donc on arrive au débat sur les grilles custom. Il y a plusieurs raisons en fait qui peuvent justifier le travail sur une grille custom. L'idée c'est de sortir de l'idée où c'est un simple trip de designer en fait. La grille custom, elle a des véritables intérêts en termes de création, mais aussi en termes d'image, en termes de positionnement, en termes de méthode. Le premier élément que je trouve hyper intéressant avec une grille custom, c'est qu'on utilise un système qu'on comprend et qu'on construit sur mesure en fait. Un outil en fait, on l'utilise au mieux à partir du moment où on le comprend. Du coup, si on le construit, normalement les outils qu'on construit nous-mêmes, on est censé les comprendre. Donc ça, pour moi, c'est l'argument principal, c'est que on sait pourquoi on utilise telle grille sur tel projet. On l'a construit, on l'a justifié. Donc en fait, si on sait pourquoi, on la comprend. Donc on peut l'exploiter au mieux. Le deuxième point, c'est qu'on développe un système propre au contexte et au contenu du site. Ce que moi je reproche à la grille 12, c'est qu'elle est utilisée par défaut par beaucoup de gens. Et la problématique, c'est qu'elle tient pas du tout compte de la typologie du contenu. Est-ce que c'est du contenu académique où il y aura, 90% de texte hyper long et 10% d'images? Est-ce que c'est du contenu? Est-ce que c'est, du contenu où il y a que de la photo et il y a 5% de texte, pardon. La problématique d'utiliser une grille passe-partout, c'est que du coup, on s'adapte pas du tout à la typologie du contenu. Et au contexte, c'est ce que je disais avant, c'est le contexte, l'idée c'est de se dire qu'est-ce que c'est l'objectif de mon projet en fait. Est-ce que c'est informer, impressionner, etc. Le dernier point, c'est que dans certains cas, en fait, on peut faire de la grille un véritable élément, un élément à part entière de l'univers de marque en fait. C'est-à-dire la grille peut devenir un élément de la charte. Je vous montrerai un exemple plus tard où on a développé une grille qui du coup devient un élément de charte parce qu'elle est construite à partir d'un élément de base de la charte et en fait elle se décline hyper facilement sur n'importe quelle taille de support en fait. Donc ça c'est les trois principaux intérêts. Il y a trois autres choses à retenir, c'est que la grille 12 elle a plus de 20 ans maintenant. Le contexte par rapport à l'époque il a vraiment changé. À l'époque où elle a été utilisée la première fois, il n'y avait pas de responsive, il n'y avait pas de mobile. Et en fait, le contexte est plus le même aujourd'hui. Donc, les usages ont évolué. Il est aussi temps que les outils évoluent. Donc, un des premiers trucs qu'il faut se dire quand on utilise une grille 12 par défaut, c'est garder en tête qu'en fait, le truc, il a 20 ans. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Le deuxième élément, c'est que franchement, ça peut être kiffant de bosser sur un outil custom pour un projet, en fait. Il nous est arrivé de valider des designs de sites juste en expliquant la grille, en fait. Parce que les gens étaient capables de comprendre la construction de l'ensemble. Et en fait, à partir du moment où ils ont compris sur quelle base est-ce que l'ensemble était mis en page, en fait, c'est passé direct. Donc, il y a un vrai côté stimulant, frais. C'est hyper... et ça peut être hyper valorisant pour les projets. Le dernier point, là l'idée c'est tout de suite de casser les argumentaires techniques qui au final n'ont pas de fondement. C'est pas parce qu'on fait une grille custom que ça va être un what the fuck irréalisable. C'est pas parce qu'on fait une grille custom que c'est un délire de créa. En
en fait, il y a vraiment du sens. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'excuse pour dire que c'est pas réalisable. Vous le verrez plus tard. Allez, comme on dit chez nous, et Zeberdi. Là, il faut imaginer une voix de forain je sais pas encore bien la faire, la petite voix de forain quand le manège décolle. Mais on entre dans le dur. Alors, je vous ai listé 3 tips en fait pour monter des grilles custom, et pour chaque type, j'ai 2 exemples pour vous. On va donc passer sur 6 exemples en tout. Et après, on va passer en termes de démo sur l'intégration de 2 exemples. La première méthode, c'est la contrainte du contenu. Ça fait plusieurs fois que je le répète. De toute façon, vous aurez compris que, entre autres, on bosse pas mal avec ça. Pourquoi est-ce que la contrainte du contenu, elle est hyper importante? C'est que, au final, on fait, je prends l'exemple d'un site, on fait un site pour un client qui communique selon une stratégie. Donc en fait, le contenu est au centre en fait. L'idée dans l'intervention graphique, c'est de le mettre en valeur. Donc forcément, le contenu devient le point de départ. L'idée de cette méthode-là, c'est de trouver dans le projet un point d'accroche par rapport au contenu. Par exemple, exemple numéro 1, le point d'accroche, c'est de se dire que mon contenu, c'est 70% de l'image de top qualité et 30% du texte. Les textes que je vais mettre en page, je peux estimer qu'ils dépassent rarement les 200 mots, et ils sont divisés en petits titres et paragraphes courts. Petit exemple pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc là, on va reprendre le contexte qu'on avait. Je vais juste repasser pour que tout le monde le voit. Donc, on va monter une grille pour de l'image à 70% en top qualité, pour du texte à 30% et pour des textes courts. Là, l'idée, c'est qu'à chaque fois, je vous montre les différentes étapes de réflexion. Donc là, typiquement, on pourrait commencer par se dire, voilà, j'ai 70% d'images de top qualité, je suis peut-être sur un délire de portfolio ou quoi, mais en tout cas, je vais sans doute pouvoir explorer le plein potentiel de la largeur de mon support, de la largeur de mon navigateur. Donc moi, le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai défini des zones de sécurité, en fait, en bordure de mon support. C'est l'étape 1. Ensuite, je suis parti du contenu. L'étape 2, c'est de se dire que je vais définir une largeur maximum pour mes éléments principaux, qui sont les images. Et là, par exemple, je vais prendre 80% du conteneur. Donc, ce que j'ai fait, c'est, j'ai pris cette forme-là, j'imagine que c'est une image, je l'ai mise à 100% sur les premiers repères que j'ai tracés, et je lui ai dit, prends 80%. Je la laisse sur la gauche, je la laisse sur la droite, ça me fait tracer un premier repère ici, un premier repère là. Ça, c'est pour mon contenu principal. 80%, c'est une valeur totalement arbitraire. Je m'en sers, là, dans ce cas-là, je m'en suis servi parce que j'ai utilisé un peu la règle des 80-20. Mais voilà, ça peut être une règle totalement arbitraire. On peut inventer nos règles. Si par exemple, on a 90% d'images et 10% de texte, j'aurais pu mettre 90% du conteneur pour faire un petit clin d'œil à cette règle-là. Voilà, là, c'est libre à chacun de trouver un petit peu ces petits justificatifs et ces petits éléments pour jouer. Le deuxième point, c'est largeur minimum des éléments secondaires, 200 pixels. C'est mes éléments secondaires, ça va être des textes. Je définis une longueur de texte minimale viable pour pouvoir lire des trucs de 200. Je le fous à gauche, je le fous à droite. C'est exactement la même méthode qu'on avait avant. Et du coup, j'obtiens de nouveaux repères. Histoire de sécuriser un peu le truc, ou de compléter l'espèce de symétrie qu'on a dans la grille, j'ajoute un repère au centre de la page. Voilà. Ça me donne une grille, ça me donne une grille où potentiellement, tout ce que j'ai indiqué là, c'est soit de la valeur fixe, soit de la valeur variable. Donc là, typiquement, ces deux-là, en fait, je vais les passer dans une autre couleur. Les deux colonnes bleues, j'ai défini dans mes règles, en fait, qu'elles faisaient 200 px. Donc, en fait, je peux définir que quand la grille va évoluer, ça sera mes deux colonnes à largeur fixe et toutes les autres colonnes seront à largeur variable, en fait. Vous verrez ensuite comment est-ce qu'on peut faire ça en mode en 2 minutes top chrono, super facile. Je vous ai fait, alors j'ai pas designé des sites, hein,
Mais l'idée, c'était de vous montrer un petit peu avec une grille de ce type-là. Après, comment est-ce qu'on peut s'amuser à mettre en page du contenu, où là, du coup, j'ai mis du contenu principalement photo en page. On peut avoir des trucs, pour le coup, l'idée, c'est de voir qu'en fait, on peut avoir des mises en page originales de manière hyper simple. Cette grille, quand j'ai préparé la presse, je l'ai montée en à peu près 2 minutes. Hein. Donc, en vrai, c'est pour vous montrer à quel point c'est facile. Sur tous les exemples que je vais vous montrer, je fais des grilles avec des repères principalement verticaux. Je traite moins les repères horizontaux pour une raison simple, c'est que nous on fait principalement du web et en fait comme du web, comme sur les sites sur lesquels on bosse, en fait il y a beaucoup d'éditorial. On est souvent sur des sites où on a besoin de scroller dans les pages. Donc en fait à partir de ce moment, on n'utilise pas forcément des repères horizontaux, mais on utilise plus des variables d'espacement entre les éléments qu'on met en page. Est-ce que la personne a réussi à se connecter? Yes. On utilise plus des variables d'espacement pour définir l'espacement de hauteur entre deux éléments. Mais bon, là l'idée c'est de se dire que en fait en à peu près 2 minutes, j'ai monté une grille en m'inventant 2 règles toutes simples. Et en fait, je peux déjà m'amuser avec quoi. Et là, les règles simples, c'était simplement, je définis une sécurité, je définis une largeur max pour mes éléments principaux, une largeur minimum pour mes éléments secondaires, et je mets un repère au milieu, bam, j'ai une grille. Easy peasy. Déjà là, normalement, on se rend compte que c'est facile. Exemple numéro 2 de la contrainte du contenu. Là, l'idée, c'est de se dire que imaginons, on est dans un contexte où vous savez pas trop d'éléments graphiques sur lesquels vous appuyez pour monter une grille. Par contre, vous savez que vous avez besoin d'éléments sur lesquels se raccrocher pour justement pour mettre en page votre contenu. Un des trucs qui est hyper efficace, c'est d'attaquer avec la longueur de texte optimale. L'idée, c'est de se dire, vous bossez pour un client, vous avez très probablement un début de charte graphique pour ce client. Même s'il n'y a pas de charte, on peut avoir une idée de quel est le caractère, quelle est la police de caractère du client. On prend ce typo-là. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est je la prends, je balance un texte commun dedans, et en fait, je recherche déjà la taille de police idéale, en fait, que je trouve la plus optimale pour lire sur le support que je traite, typiquement un écran. Et une fois que j'ai trouvé cette taille idéale, imaginons je suis sur 16, 17, 18, je vais essayer de chercher la longueur de texte idéale pour avoir la meilleure lisibilité de texte possible. Donc là, l'idée c'est de se dire, partant du caractère de labeur de la charte de mon client et du corps de texte idéal, donc je sais pas, c'est la IBM Plex, c'est en 18, en fait, j'arrive à la conclusion que la longueur de texte optimale, c'est 660 pixels. 660 pixels, ça devient donc mon unité de base, qui est là. Ça devient mon unité de base, en fait. Reviens. Ok. J'ai pas mis gris. Ok, plus tard. Donc, avant ça, je suis parti sur la définition du conteneur de grille, en fait. C'est ce que j'indiquais avant. Donc, l'idée, c'est de me dire que ma grille, elle va faire 85% de l'écran et elle va avoir un max à 1200, par exemple. J'ai pas traité le min, mais voilà, le min 280 par exemple. Donc l'idée c'est déjà j'ai défini le conteneur et ensuite voilà, là je pars avec, donc j'ai fait mon exemple, mon test de texte, ça me donne ma première unité de construction de grille qui est ma longueur de texte idéale. À partir de cette unité, pareil, je la croise parce que je me dis que si ça se trouve, je vais avoir du texte à gauche, je vais avoir du texte centré et je peux avoir du texte à droite. Pas forcément aligné à droite, hein, mais à droite. Donc là, typiquement, c'est j'ai mon 660, je le mets gauche, droite, milieu. C'est les 3 trucs de base. Voilà. Gauche, droite, milieu, je les additionne et à chaque croisement, en fait, je pose un repère de grille. J'en rajoute un au milieu parce que moi j'aime bien la symétrie, mais on pourrait ne pas en rajouter. Et j'obtiens déjà une grille de mise en page que voilà, si j'enlève ça, vous la voyez. J'obtiens déjà une grille, en fait.
Après, quid de quelles colonnes seront fixes, quelles colonnes seront de taille variable, par exemple en pourcentage, ça on n'y est pas encore. Mais j'ai une grille qui se dessine avec des piliers qui pourraient avoir des tailles fixes, etc., etc. J'ai un premier élément. Le truc, c'est que je me dis, putain, j'ai l'impression en fait d'avoir une grille de 4 avec deux petites grilles au milieu. Je manque peut-être un peu de granularité et de détails pour mettre en page des trucs de manière plus avancée. Donc là, je prends ma grille de base et je peux y ajouter une grille. Là, j'ai pris une grille de 3. Ça, c'est l'exemple d'une grille qu'on a utilisée pour un projet. J'ai mixé la première grille, en fait, avec une grille de 3. Et la grille de 3, je l'ai pris pour une... là, il y a les 3 alignements, mais la justification sur le projet sur lequel on bossait, c'était plus de se dire qu'en fait, dans le logotype de notre client, en fait, il y avait un élément de 3 éléments principaux. Il y avait toujours un truc qui tournait autour de ce chiffre-là. Donc en fait, je suis parti de ça pour proposer un mix avec ma grille de 3 et ça me fait rajouter des repères. À côté, il y a ça, ouais. Et ça me fait rajouter des repères et du coup, je suis sur une grille beaucoup plus où je peux beaucoup plus m'amuser. Après, libre à moi de définir les règles par la suite de cette grille. On pourrait très bien imaginer, par exemple, que toutes les colonnes que je vais mettre là en bleu, que toutes ces colonnes-là soient des colonnes de taille fixe et que toutes les autres colonnes soient des colonnes de taille variable. En fait, ça marcherait complètement. Et après, vous allez voir que c'est des choses qu'on peut tester en live hyper vite, même si on n'est pas dev. Donc là, j'ai ma grille et comme d'hab, je vais vous montrer des exemples avec une grille comme ça, de choses qu'on pourrait faire. Donc on pourrait faire du full screen, pas de souci, mais on peut aussi faire un espèce d'effet 2 tiers, 1 tiers avec déjà la gouttière qui est prête entre mes deux colonnes. Là après j'ai dessiné des zones de texte. Si vous voulez faire du 2 colonnes, ben, en fait typiquement c'est une grille qui, comme il y a de la symétrie, qui nous permet de faire du 2 colonnes. Et en plus il y a déjà une forme de gouttière entre ces 2 colonnes qui est prévue. On peut faire du texte normal avec la taille de 660, la taille limite qu'on avait définie. On peut faire du texte plus grand qu'on cale sur la grille, imaginons pour du titre. On peut retrouver aussi de la recolonne en mode avant on avait 1 tiers, 2 tiers, on peut avoir 2 tiers, 1 tiers sur de l'inverse. Voilà, on peut avoir du coup des arrangements plus ou moins complexes. Voilà, là sur l'exemple, l'idée c'était de rester simple quand même, mais on peut, à partir du moment où vous avez une grille, on peut facilement imaginer s'amuser à droite à gauche avec. Donc ça c'est pour le coup c'est un exemple très simple, mais si j'enlève, voilà, si je vous montre les deux premiers, on peut être facilement sur des arrangements de ce type-là, avec une grille faite en 2 minutes. Voilà. Ou des arrangements de ce type-là, avec une grille qui est faite en un peu plus de 2 minutes, mais genre en 5, pas plus. Donc ça, c'est la première méthode, c'est se dire que en fait, je pars du contenu et c'est en fonction de l'analyse que je peux faire du contenu ou de la manière dont je peux me servir du contenu que j'ai un premier point d'accroche pour construire ma grille, construire mon outil. La contrainte du contenu. Celle-là, l'écran sur lequel je suis, si à un moment vous êtes perdu, c'est une méthode qui marche super bien. Vous partez de la longueur de texte optimale et vous la mixez avec une autre grille. Après, vous définissez quelle colonne est fixe, quelle colonne est variable, et franchement, vous faites des miracles avec ça, ça marche super bien. Méthode 2. Là, l'idée, c'est de se dire qu'en fait, on va exploiter l'identité graphique du client. En fait, que l'identité soit jolie, pas jolie, c'est pas tant ça la question. L'idée, c'est plus de se dire, bah, il y a une identité graphique qui existe, donc en fait, on va l'exploiter. Piste 1, le logotype du client, par exemple, est conçu avec une méthode particulière. Donc là, je vais vous montrer un exemple de truc. Bon, là, c'est un peu plus tripé, va un peu plus falloir s'accrocher. C'est l'exemple d'un logotype qu'on avait fait pour un client, où en fait, tous les ratios de taille sur le logotype avaient été bossés en utilisant le nombre d'or. Bon, ça c'est un peu lié à moi, j'ai un peu une obsession avec ce truc. Mais voilà, c'est un outil que j'utilise souvent et en fait, il a été fondamental dans le développement du logotype. Et du coup, bah, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on l'utiliserait pas sur la grille? Donc le premier truc en fait que j'ai fait pour définir la grille de mise en page du site de ce client,
c'est de me dire, bah en fait, je vais partir sur tout l'écran, et déjà l'écran, je vais le diviser en deux. Je vais le diviser en deux comment? En utilisant le nombre d'or. Donc, en termes de proportion, on va être sur du 38% et du 62%. Probablement 38% pour une zone où j'aurai de la navigation à gauche et 62% pour une zone où j'aurai du contenu à droite. Donc ça, c'était la première étape. Première étape, elle me donne un premier repère. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai montré tout à l'heure un exemple de grille de mise en page papier avec des trucs en diagonale et tout ça. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé cette méthode-là. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis parti du principe que mon livre, par exemple, il n'aurait pas une page gauche et une page droite de la même taille. C'est juste que cette colonne, c'est la page de gauche, cette colonne, c'est la page de droite. Et à partir de ça, alors là, on voit pas toute l'image, mais je vous assure que c'était véridique. Hein. Et à partir de ça, je commence à tracer mes repères. Et je commence à tracer mes repères classiques en mode mise en page print que je vais utiliser pour le web. Voilà. À chaque croisement, du coup, je commence à définir. Je définis. Chaque croisement me donne un repère à poser. Simplement. Alors là, faut pas avoir peur. Hein, c'est juste que le projet a quelques temps maintenant. Je vous ai mis l'image un peu rough. Mais du coup, j'utilise la méthode print et chaque repère reste là. Chaque croisement, je pose un repère de grille. Mes repères de grille sont posés et après, l'idée, c'était simplement de me dire, bah en fait, à la base, je voulais faire une zone de gauche où je vais mettre ma navigation, une zone de droite où je vais mettre mon contenu. Bah en fait, grâce à ce que j'ai fait, j'ai exactement ce que je voulais. Et en plus, j'ai de la sécurité, c'est-à-dire que ma zone de gauche où j'ai de ma navigation, bah j'ai de la sécurité, j'ai de l'espace autour. Donc j'ai pas de risque que les contenus s'entrechoquent. Et sur ma zone de droite où j'aurai mon contenu, j'ai aussi ce qu'il faut. À partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? On a défini les items de navigation et une safe zone. Donc là, j'ai pas tout rajouté, hein, mais il faut s'imaginer que ce truc, que la navigation en fait, elle est fixe sur le site. Donc comme la navigation elle est fixe, il faut s'imaginer que ce truc il bouge jamais. Mais en tout cas, j'ai défini ma safe zone, ma navigation, et à droite, j'ai ma zone de contenu principale, où du coup, je peux me permettre des petits écarts, parce que là, j'ai ma safe zone, en fait, et à côté de ma safe zone, j'ai encore une autre colonne de safe, en fait. Donc, je peux me permettre des écarts avec typiquement du titre qui peut être positionné de manière hyper classique, du texte où je peux le positionner avec un petit renfoncement, et après de l'image où je peux utiliser de l'image sur des formats beaucoup plus allongés ou sous des formats plus classiques. Donc là, j'ai un format qui touche le bord de l'écran et qui touche ma safe zone, en fait. Du texte classique, ensuite je peux avoir du 2 colonnes où là je me cale sur la grille et je peux avoir des éléments cool. Je peux aussi avoir de l'image alignée sur du texte ou du titre de manière très très classique. Donc voilà, si j'enlève les repères, ça me donne des choses comme ça. Le truc qui est intéressant, c'est que au moins j'ai de l'air qui circule dans ma maquette, donc j'ai de la visibilité et j'ai aussi de la variété graphique. Donc j'ai une forme de tonus qui fait que potentiellement je peux mettre en page mon contenu et on va pouvoir le lire sans trop s'endormir. Voilà. Et en bas, je vous ai mis l'exemple de ce qu'on a fait avec le footer. En fait, on a mis le footer du site et en fait, on a gardé exactement le même délire. C'est que on a la première colonne où on a la navigation du footer et la deuxième colonne où on a des formulaires qui diffèrent à chaque page. Donc voilà. Ça, c'est celle-là, elle est un peu tricky parce qu'à partir du moment où on part dans ces délires-là avec des mises en page print, ça paraît compliqué. Après, en réalité, c'est hyper simple. Il suffit de le faire une fois, de s'y intéresser un peu, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de repères, mais en vrai, c'est très simple. Et du coup, ça nous donne quand même un système graphique hyper intéressant, dans lequel je peux ensuite définir quelle colonne j'ai envie de voir en taille variable et quelle colonne j'ai envie de voir en taille fixe. Typiquement, si on revient là-dessus, on pourrait très bien se dire que la colonne vide entre la safe zone et mon image large, je vais la définir avec une valeur fixe. Comme ça, je suis sûr que quelle que soit la taille de l'écran, 1024 ou 1440, j'ai de la sécurité entre mon contenu et ma navigation. Donc ça, c'est pour le premier exemple.
L'exemple, c'était de se dire, voilà, avec quoi est conçu le logo. Le deuxième exemple que je vais vous montrer, le délire, c'est pareil, on est parti du logo, c'est juste qu'on s'est rendu compte que le logo, en fait, proposait une grille de mise en page qui était directement exploitable. À ce moment-là, pourquoi s'en priver? Ce logo, c'est, je vais vous le trouver, c'est celui-là. Donc c'est un logo qu'on a fait pour des archis. Là, typiquement, c'est l'exemple dont je vous parlais avant. C'est comme c'était des archis, comme c'est des archis, ils sont encore là. Hein. On leur a présenté la méthode de mise en page de tout le site, qui est issue du logo. Et en fait, comme ils sont architectes, ils ont une forme de sensibilité graphique quand même. Ils ont été capables de comprendre la démarche. Et du coup, on a fait de cette grille un vrai élément de charte, parce que typiquement, elle est utilisée sur les cartes de visite, sur le print, sur le web, elle est utilisée partout. Donc, le point de départ de cet exemple-là, ça a été de se dire que le logotype est construit de telle manière à ce que le milieu du i soit le point de pivot central du logo. Et là, on s'est dit, bon, il y a sans doute un truc cool à faire, pas forcément en exploitant les lettres, mais en exploitant ce que vous voyez, les barres au-dessus du i, du p et du t. Ça, c'est des barres de signature où on est des variantes du logo où il y a marqué architecte du patrimoine, en fait. Donc, en fait, Archipad, c'est le nom de la boîte et on a intégré la baseline dans le nom de la boîte et la baseline, du coup, ça nous a permis de l'effacer pour créer une espèce de signature. Donc à partir de là, le premier truc qu'on a fait, c'est on va partir du principe que la largeur totale de mon logo, en fait, ça va être la largeur de ma grille. Et après, le premier point, ça a été de se dire, en fait, chaque largeur d'empreinte définit une colonne. Donc on a déjà une première grille qui ressemble à ça. Bon, on pourrait dire que c'est suffisant. On pourrait aussi se dire qu'on peut aller un petit peu plus loin. D'une manière totalement débile, un des trucs qu'on a fait, c'est qu'on a retourné le logo et on a fait la même chose de l'autre côté. Du coup, on a une grille qui est beaucoup plus riche, qui a de la symétrie, qui est beaucoup plus riche et typiquement, on va pouvoir bien s'amuser avec ça. Dès le début, on peut aussi se dire que les empreintes, typiquement, les colonnes rouges là, qui sont issues des empreintes du logotype, on peut en faire des colonnes fixes si on veut. Mais on peut aussi ne pas le faire. Ça, vous verrez juste après comment est-ce que vous pouvez le décider. À partir de là, on obtient ça, en fait. Le seul truc qui a un petit peu changé, c'est que le repère du milieu, en fait, je l'ai coupé en deux, parce que moi, j'aime bien toujours avoir le pile poil le milieu de la page. La moitié du temps, je m'en sers pas, mais je sais pas pourquoi, c'est mon petit truc. Je sais pas, c'est ma petite tétine à moi, c'est le truc qui me rassure. Mais voilà, il est resté présent et on a une grille et du coup, cette grille totale, on lui pose un comportement en mode, toute la grille, elle va faire 80% de l'écran, elle va être centrée. Bon, là, il y a que des exemples où les grilles sont centrées, mais on pourrait très bien les imaginer à gauche ou à droite, hein, avec une largeur max de 1200. Là, vu que j'ai des maquettes, je peux vous montrer du coup ce que ça a donné. Le premier délire, ça a été de se dire que, en fait, avec cette grille-là, on peut avoir des contextes de mise en page différents. Sur ce projet-là, on avait des contextes de case study et des contextes de page classiques. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé cette grille-là pour matérialiser visuellement des contextes de case study où on aurait du clair d'un côté et du foncé de l'autre, et des contextes de corporate où on aurait l'inverse en fait. Et du coup, en termes de maquette, ça donne des choses comme ça. Donc là, typiquement, vous avez, donc sur la base de cette grille-là, en fait, vous avez des éléments, c'est tout con, quoi, qui nous permettent, la grille nous permet d'avoir des formes qui s'entrechoquent. Et aussi, là, typiquement, c'est une présentation de l'équipe. Donc bon, ça, c'est les visuels maquettes, hein, je me suis pas trop embêté non plus. Mais l'idée, c'est que avec une variante simple, photo gauche, info droite ou l'inverse, après, on crée de l'aléatoire. Et la manière dont ça vient se poser sur la grille, en fait, ça crée une variété graphique qui nous convenait bien. Voilà. Ça, c'était la version où, pour le coup, on a le foncé à la droite. Et en fait, quand on était, je vais arrêter avec mes notifs, quand on était sur un projet, en fait, on inversait, on mettait la couleur à gauche. Par contre, on gardait exactement les mêmes principes de mise en page avec de la colonne, des tailles d'images différentes, etc. Donc, au final, on obtient
un rendu graphique où on a quand même pas mal de variétés, qu'on n'aurait pas forcément eu avec une grille de 12, un truc conventionnel, mais on a beaucoup de variétés, et en fait, en termes de grille, ça nous a pas coûté grand chose, en fait. De ce que, enfin, vous l'avez peut-être vu, mais le truc, on l'a construit de manière, c'est tout con, quoi. On est parti de la base du logo. Je vous ai mis l'exemple aussi mobile, c'est parce que on a exactement la même sur mobile et on a gardé les mêmes principes. Donc c'est pour montrer en fait qu'une grille, elle peut très bien, si dès le début vous la testez, elle peut très bien convenir sur n'importe quel type de support, grand, petit, moyen, on s'en fiche. Il est 50, donc je vais un peu barder pour la suite, pour ceux qui doivent y aller. Troisième méthode, c'est l'univers du client. Donc là, ça peut être un peu plus what the fuck. Mais l'idée, c'est de se dire, j'ai vraiment rien pour partir, pour monter ma grille. Qu'est-ce que je peux faire? Exemple 1, vous pouvez vous intéresser à l'histoire de votre client. Là, exemple avec un projet qu'on a fait qui s'appelle We Are Europe. C'est un projet de médias européen. Et comme c'est un projet de médias européen, en fait, on s'est intéressé au délire de l'Europe. Et en fait, et notamment à la fondation de l'Europe par 6 pays piliers. 6 pays. Voilà. Ces 6 pays piliers, en fait, on en a fait 6 piliers de grille. On a défini une largeur de 60 pixels. Pourquoi? Allez pas me demander, c'est juste que 6, j'ai rajouté un 0 derrière, ça fait 60. Et c'était le genre de gouttière qui me plaisait bien. Donc on avait 6 piliers, et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a regroupés à chaque fois par duo de piliers. Parce qu'on trouvait ça plus intéressant d'avoir des duos de piliers graphiquement, plutôt que d'avoir des colonnes hyper régulières. Et du coup, vu que ça ne suffisait pas, on a réitéré avec un mix. On a encore conservé le délire des 6 piliers, sauf que là, on a fait 2 fois 3 piliers. Ça nous donne à chaque fois 2 fois 3 colonnes qu'on vient mettre dans les interstices, en fait. Et du coup, on obtient une grille où on a nos premiers piliers rouges qui sont des colonnes à largeur fixe et nos deuxièmes piliers bleus qui sont des colonnes à largeur variable. Et c'est une grille qui marche sur mobile, ça marche comme ça. Le seul truc qu'on a eu besoin de faire en fait sur mobile, c'est de changer la valeur des piliers à largeur fixe. Au lieu d'être à 60, on est passé à 15. Je vous montrerai après en démo code comment on y est passé. C'est juste qu'on a fait une descente logique de 60 à 30 à 15. Voilà. C'est pas non plus embêté. En termes de mise en page, je vous montre ce que ça peut donner. Donc ça, c'est la mise en page d'une page où on a exploité que les 6 piliers, par exemple. Donc voilà, ça donne des choses comme ça, où pour certains contenus, on peut sortir un peu de la grille, mais par contre, on a toujours de la sécurité à côté. Voilà. Et après, à droite, on a, comme on est sur un média, on a de la mise en page d'un contenu qui est plus riche, où là, on exploite toute la grille, que ce soit pour positionner du texte, positionner du background de texte, positionner des médias, positionner du colonnage, de la citation, du texte lié. Là, ça, c'est pas classé sur une grille parce que on a un padding à gauche que je secoue avec ma souris qui est de 60, de la même couleur, de la même largeur qu'un pilier. Donc c'est pour ça. Mais voilà, on peut avoir de la mise en page un petit peu. On est sur du média, sur du texte, mais on peut commencer à s'amuser. On peut aussi, là, on avait créé des variantes, et comme ça, vous voyez, sur le mobile, c'est exactement la même chose. On a juste adapté la largeur des piliers, et du coup, ça donne sur mobile, c'est beaucoup plus simple, hein, mais ça donne des variétés de mise en page qui pour le coup sont assez cool. Voilà pour cet exemple-là, truc tout bête, Europe, 6 piliers. Je fais 2 fois 6 piliers, des fixes, des variables, et j'ai une grille. Dernier exemple, on est dans le what the fuck complet. C'est une histoire vraie que je vais vous raconter là. C'est à l'époque où je faisais du suivi de projet étudiant, en fait. J'ai un étudiant qui avait lancé un média qui s'appelait Jésus ou Judas ou je sais plus quoi. Et il était parti sur le délire de Jésus, en fait. Et en fait, on s'est mis à triper parce qu'il savait pas trop comment mettre en page son contenu. Et de manière un peu débile, je lui ai dit, Jésus, il est mort à quel âge? 33 ans? Fait 33 colonnes. Et en fait, on l'a fait. Donc on est parti on a monté une grille en se disant que la base de notre grille, c'était que Jésus était mort à 33 ans, donc on fait 33 colonnes. Et après, on a continué à triper pour définir des règles qu'on allait utiliser sur cette grille, en disant, voilà, il avait 12 apôtres, donc ce qu'on va se dire, c'est que la taille minimale d'un bloc, ce que vous avez en grille, c'est de 12 colonnes.
en fait, parce qu'on avait besoin d'avoir des tailles minimales d'éléments pour faire en sorte que l'ensemble soit lisible. Donc en fait, on a tripé en se disant que 12 apôtres, allez, 12 colonnes, ça fait la taille minimum. Et on a tripé avec un autre truc, c'est qu'on allait sur Wikipédia et on a découvert que Jésus serait né entre l'an 7 et l'an 5 avant lui-même. Et du coup, on s'est dit, en fait, c'est deux éléments, deux chiffres hyper intéressants. On va pas forcément faire 6, mais on va garder les deux. Et on en a fait deux variables, donc une variable 5 colonnes, une variable 7 colonnes, qu'on utilise en fait pour définir des variables d'espacement entre les blocs. Et du coup, en termes de mise en page, on est arrivé à des compositions où en fait, on enchaînait les blocs qu'on espacait à chaque fois de 5 ou de 7. Donc on les espacait de 5 ou de 7 à partir du bord, mais aussi entre eux. Et du coup, ça donnait des trucs, ça peut donner des compositions un peu what the fuck. Mais voilà, si là j'enlève ma grille, faudra enlever les repères, mais on peut imaginer des compositions un petit peu cool pour aller avec ça. Ça c'était surtout pour vous montrer qu'en fait, parfois on n'a pas besoin d'avoir des accroches sérieuses pour monter une grille. Parfois on peut monter une grille sur un sujet, sur un truc complètement délirant, parce que typiquement, je sais pas, là son média était un peu délire, donc on est resté dans le côté délire en fait. Donc c'est la fameuse grille de Jésus. Voilà. Donc là on est au bout des six exemples en fait que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ces exemples ne traitent pas forcément des gouttières. La gouttière c'est une variable que vous pouvez facilement rajouter. Nous voilà, on a une méthode un petit peu particulière. On bosse avec des variables d'espacement et c'est un peu ça qui constitue nos gouttières internes dans les colonnes. Donc c'est pour ça qu'on on évite d'avoir des grilles où il y a 14 000 repères, parce qu'il faut aussi mettre les gouttières, parce que sinon on s'en sort juste plus. Voilà. On va terminer sur la question de la faisabilité d'une grille. Donc là, on a vu plein de trucs, ça partait dans tous les sens. L'idée, c'est de se dire, ouais, mais en gros, est-ce qu'on peut le faire? Aujourd'hui, notamment sur le web, ce qu'il faut se dire, c'est que la réalité, c'est que rien n'est infaisable en fait. À partir du moment où vous avez un collègue développeur ou qui que ce soit qui vous dit non mais ça va jamais le faire, c'est que soit il sait pas et qu'il veut pas l'admettre en fait, soit qu'il est flemmard. Mais en réalité aujourd'hui, si on prend l'exemple du web, rien n'est infaisable. La seule question qui va être hyper stratégique pour assurer le fait que le truc que la grille puisse être réalisable de manière simple, viable et qu'elle puisse fonctionner, c'est qu'en fait, il faut se concentrer sur la manière dont les créas vont briefer, vont expliquer la démarche, vont expliquer comment elle fonctionne, laisser vos collègues justement tech reformuler tout ce bousin dans leur langage à eux, et après, rapidement arriver sur des phases où ensemble, vous allez tester. Vous allez faire des premiers tests d'intégration de grille et vous allez tester le bordel. Donc ça, c'est vraiment les trois points clés. Rien de faisable. Et les 3 points clés, c'est briefer, reformuler, tester. Si vous arrivez à faire ça et à échanger correctement entre créa et tech, ça passe crème. Voilà. Plusieurs méthodes. Voilà, les techs pourront utiliser ce qu'ils veulent. Vous avez Flex, Grid. Vous pouvez imaginer que les grilles, en fait, c'est juste des repères. Et après, on n'est pas obligé de la coder la grille, mais simplement à base de margin et de taille ou de taille max, en fait, on arrive à se caler sur la grille, ça marche nickel. Ou bien sûr, le dernier délire, c'est votre propre méthode, en fait. Pareil, là, c'est des méthodes, c'est des outils. Vous pouvez fabriquer vos propres outils, vous pouvez avoir votre propre manière de faire. La clé, ça va être de se dire, en fait, quel outil, ça va être de savoir quel outil, pour quelle raison est-ce que vous utilisez telle ou telle solution. Et ça, l'idée, c'est bien de reformuler pour être sûr d'avoir compris. En CSS, là, je vais vous montrer 2 exemples. Donc, l'exemple de We Are Europe, c'est l'exemple que je vous citais avant, où on avait le truc avec les 6 piliers de l'Europe. Et l'exemple Archipad, c'est l'exemple où, en fait, on a composé le logo, la grille à partir du logo. Voilà. On va faire du grid en mode 2.2 hyper basique. Vous allez voir qu'on va suivre les règles que j'ai définies. On va définir des caractéristiques de grille, définir des colonnes et gouttières et adapter pour les supports mobiles. On est parti.
j'ai fait du mode HTML, je fais du HTML en mode vraiment bidon. On va commencer par We Are Europe. Je vais vous remontrer à quoi ressemble la grille. Non, c'est l'univers du client. Voilà, We Are Europe, la grille ressemble à ça. Donc ce qu'on a dit, c'est que la grille, elle fait 90% du navigateur centré avec une largeur max de 1240. Et après, il y a 2 colonnes fixes de 60, 3 colonnes variables, 2 colonnes fixes de 60, 3 colonnes variables, 2 colonnes fixes de 60. Moi, ce que je fais, c'est que pour tester mes grilles, j'utilise Grid. Je me pose pas la question de savoir si c'est accessible ou pas. En fait, c'est juste que j'ai besoin de tester la grille. Donc, en fait, j'utilise l'outil qui me convient le mieux pour montrer une visualisation graphique à l'équipe et qu'ensuite ils puissent réinterpréter le bordel. Donc, ce que je fais, c'est que 1240 et 90, je vais les appliquer. Pour tester la grille, je fais un truc tout bête. Je mets header, div content, footer. Je vais tester la grille sur le content. Donc, ce que je vais juste lui dire, c'est le content, je vais lui donner une hauteur. Le content, ça va être ma largeur de grille. Et après, j'utilise grid. Je vous laisserai vous renseigner là-dessus pour dire que, bah voilà, là, je définis mon template de colonnes. Donc, on a dit qu'on avait 2 colonnes de 60. Ensuite, 3 colonnes de taille variable. Donc, avec grid, on peut utiliser 1 FR, mais j'aurais pu mettre, je sais pas, j'aurais pu mettre 30%, 30%, 30%, ça marchait aussi. Re 2 colonnes fixes, re 3 colonnes variables et re 2 colonnes fixes. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça rend. Donc, pour voir ce que ça rend, moi, j'utilise Firefox Developer Edition pour une raison toute simple. C'est que, oui, Europe. C'est qu'en fait, donc le truc se présente comme ça, et en fait, vous faites tac, examiner l'élément, vous allez sur Content, et ici, vous avez une petite option où ça vous permet de visualiser la grille, en fait. Et là, du coup, bah, j'ai ma grille, alors je vais peut-être sauvegarder mes modifs. Tac, j'ai ma grille qui est posée, qui a son max, et en fait, quand je commence à dégrader le truc, bah, je vois que j'ai mes colonnes qui restent fixes. Pour traiter le mobile, c'est complètement bête. Je duplique ces trucs. Je suis en train de me demander si ça va être réutilisé par l'équipe ou pas. Donc ça, et là je dis, bah, on va commencer au mobile. Je vais éventuellement faire assistant une variante, et en fait ce que je vais changer, c'est simplement là, on revient. Je vais réduire la voilure au fur et à mesure en me disant que mes colonnes fixes, elles passent de 60 à 30. Et sur mobile, exactement comme j'ai fait sur la maquette, sur mobile, elles vont passer à 15. Je fais simplement des divisés par 2. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Ça marche très très bien. Donc là, je vous le fais en live comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas de magie. Normalement, ça devrait le faire. Tac. Donc là, je conserve ma grille desktop. Je réduis. Bim. Là, vous voyez que j'ai ma grille où ça passe à 30. Et ensuite, ma grille où ça passe à 15. L'avantage de tester ma grille directement comme ça en faisant 3 lignes de code, c'est qu'en fait, je peux vraiment choisir à partir de quel breakpoint est-ce que j'adapte ma grille en fait. On n'est pas obligé de faire 40 000 maquettes, on teste le comportement en live et on ajuste en live. On gagne un temps de malade et au moins on plonge dans le sujet. Et pareil, après pour l'équipe technique, pour visualiser ce que vous avez en tête, en fait, c'est beaucoup plus simple quoi. Après, ils le réinterprètent comme ils veulent, étant donné que c'est leur métier. Donc ça, c'était pour la grille, la première, celle qui était d'Archipat. La deuxième, on va voir, on disait que c'était la grille de... Non, là on a vu la grille de We Are Europe, donc avec l'Europe et les piliers. Et là, on va voir la grille d'Archipat. Donc je vais vous remontrer à quoi elle ressemble, comme ça on la visualise. Elle ressemble donc à ça,
avec des colonnes, une sur deux, voilà. Des colonnes qu'on va pouvoir définir en fixe ou pas en fixe. Là, par contre, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai raisonné pour définir les tailles de colonnes. Donc, je pars de ça. Étape suivante, c'est en fait, là, typiquement, je risque d'avoir des valeurs un peu bâtardes. Donc, en fait, j'ai besoin de trouver quels ratios correspondent. Si je vais utiliser du pourcent ou du FR dans Grid, je vais me demander, voilà, quels ratios correspondent à tout ça. Donc, là, on va faire du pur produit en croix. C'est que, vu que ma grille de base fait 1200 de large, en fait, je vais calculer le ratio par rapport à 1200 de chaque colonne. Donc là, cette colonne fait 182 pixels en vrai, ça représente 15,16% de 1200. Là, pareil, celle-là, ça représente 22%. Celle-là, ça représente 3,91. Celle-là, 6,91. Et celle-là au milieu, ça représente 2,41% que je peux diviser en deux. Parce que vous vous rappelez, j'aime bien avoir mon repère du milieu. Donc soit dans le premier cas, je n'aurai pas le repère du milieu, c'est une colonne à part entière. Soit je coupe le truc en deux. Et voilà, au lieu de 29, j'ai mis 30. Et du coup, ça passe à 2 fois 30 au lieu de 2 fois 15, pardon, au lieu de 1 fois 30. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est que je vais commencer à rationaliser le truc. C'est assez évident que je vais pas foutre dans mon CSS, je vais pas foutre des valeurs comme ça pour les pourcentages. C'est un peu n'importe quoi. On n'est pas non plus au micron près. Donc en fait, je vais rationaliser et je vais tout passer dans les valeurs que je vais utiliser pour grid. Ça, vous aurez un lien après, je vous laisserai fouiller un peu le sujet. 15,16, j'arrondis à 15, ça me fait 15 FR. Grid, on s'emmerde pas, on remplace la valeur pourcent par le FR et c'est réglé. Si vous voulez tester une grille en 2.2, vous êtes graphiste, créa, vous voulez tester une grille en 2.2, vous savez pas comment faire, vous remplacez le pourcent par FR et c'est parti. Ou vous laissez le pourcent, ça marche tout aussi bien. La deuxième, pareil, 22,83, j'arrondis à 23, celle-là, j'arrondis à 4, celle-là, j'arrondis à 7, et celle-là, j'arrondis à 2,5 ou à 1,25 si c'est coupé en deux. J'ai pas mis la suite parce que c'est retourné, donc on n'a pas besoin de voir la suite. En traduction, qu'est-ce que ça donne? En traduction, ça donne quelque chose de très simple. Archipath, si je vous remontre l'exemple, je vous ai expliqué que j'ai gardé exactement la même grille pour le mobile. Toutes les colonnes étaient variables, il n'y en avait pas qui étaient fixes. J'ai gardé exactement la même. Donc, ce que je vais juste faire, c'est vérifier ce que j'avais dans le conteneur. Donc, 80% de large et 1200. Donc là, 80% de large, 1 max à 1200. Et là, du coup, comme on a défini en fait que que la grille était la même en colonne variable était la même sur desktop et sur mobile, je l'attaque dès le mobile en fait et je pourrais même la mettre ici au lieu de m'embêter. Je l'attaque dès le mobile avec exactement pareil qu'avant. On va voir 15, 23, 4, 7. 15 FR, 23, 4, 7. Après, j'ai gardé mon repère du milieu. J'ai mélangé avec des pourcents, ça marche très bien. 1,25. Et après, je pars dans l'autre sens. 1,25, 7, 4, 23, 15. Voilà, truc tout bête. On va voir à quoi ça ressemble. Là, j'ai mis la bonne taille. J'ai fait inspecter, j'ai sélectionné le content, j'ai mis montre-moi la grille. Et on arrive là-dessus. Et là, je visualise ma grille. Voilà, elle fait toujours 80%. Voilà. Une des raisons pour lesquelles je pourrais garder ça, c'est que sur desktop, j'ai envie qu'elle fasse 80. Mais peut-être que sur mobile, en fait, j'ai envie qu'elle fasse plus. C'est là où vous pourriez... c'est là où... Alors, c'est plutôt 90 ici et 80 là. Desktop. C'est là où en fait on peut faire un peu d'exception, c'est que là je l'ai posé à 90 parce que sinon c'est trop serré. Je peux même la mettre à 95 et c'est tout l'intérêt de faire un petit proto et de tester en direct, c'est que en live en fait vous testez la viabilité ou non de votre grille en fait. Donc là vous testez, bam, on agrandit, ça passe à 80, ok, ça me convient.
Là, je vais juste finir par vous montrer un petit trick, c'est que normalement là, vous voyez comme j'ai des 1,25%. En fait, au milieu, c'est pas hyper précis en fait. Donc un des trucs qu'on peut faire, c'est de se dire que là, 1,25, je veux le virer. Donc je vais le virer. Pour passer d'1,25 à 125, je fais x100. Donc je vais pouvoir mettre des FR. Et si j'ai fait x100 sur ces colonnes-là, bah logiquement, il faut que je fasse x100 partout. En fait, pour tester, vous faites x100 partout. Ça vous permet de garder exactement les mêmes ratios. Je teste. Et là, normalement, j'aurai un truc un peu plus précis. Et même pas. J'avais pas testé avant le live, mais non. Donc, vous savez peut-être que la valeur est un peu trop détaillée. Donc là, typiquement, c'est un truc qu'on pourrait ajuster en cherchant en live, en cherchant à ajuster pour que ce soit au plus égal. Là, voilà, par exemple, j'ai passé de 125 à 20. Donc en fait, je suis passé de 1,20% à 1,25% à 1,20%, c'est rien du tout. Par contre, là, j'observe quand même que sur ma grille, c'est beaucoup plus clean et qu'elle est valable partout. Voilà, il est quelle heure? On est un petit peu débordé. On est dans les temps. Pour finir, en fait, donc l'idée, c'est que là, vous avez vraiment pu... on est passé sur plusieurs choses, sur la méthode, alors sur le pourquoi, sur les méthodes, simple, complexe, délire si on veut. Là, vous avez aussi vu que, bon là je suis allé vite parce que Grid je le connais un petit peu, mais typiquement si vous êtes créa, que vous faites des grilles et que vous voulez les tester en direct, Grid à vous former, en vrai c'est à peu près 1 heure et demie. Après il faut un peu pratiquer mais c'est rien du tout. Et en fait l'idée c'était de vous montrer qu'on peut imaginer des grilles de manière hyper simple, sans pour autant et les tester en direct. Ce qui nous amène forcément une richesse de mise en page plus forte et ce qui peut je veux dire, il y a plein de grilles qui peuvent Archipad par exemple, c'est un exemple où la grille c'est un élément de marque et en fait on a vraiment moyen de donner de la valeur à cet outil plutôt qu'utiliser un marteau X parce que tout le monde l'utilise et qu'on n'a pas trop envie de s'embêter. Une grille en fait ça prend walou de temps à se faire et là normalement vous voyez que c'est hyper accessible. Je vous laisse avec quelques ressources. Elles sont très simples. Ces 2 bouquins, alors celui-là, tout le monde le connaît, hein, Damien Gauthier, tout le monde le connaît, mais ça reste une référence. Celui d'à côté, Designing News, il est assez dingo. C'est un bouquin sur la manière de designer des nouvelles, en fait, des news, des journaux, par exemple. Les mises en page sont hyper inspirantes. Et après, vous avez 3 liens. Cette conférence que vous devez regarder, qui est 2017, qui est hyper actuelle. Elle est franchement, vous regardez ça, vous vous exercez, puis le débat est réglé. Elle est vraiment mortelle cette conférence. CSS Grid par Wes Bos, ça c'est si vous voulez vous apprendre Grid, c'est hyper simple. Et à la Manac, vous verrez, c'est un petit site de ressources graphiques où il y a justement de la grille et pas mal d'exemples. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. S'il y en a, peut-être qui ont des questions. S'il y en a des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Une question dans le chat. J'avais pas affiché. Alors CSS Grid, on l'utilise en prod, ça dépend des sites en fait. Effectivement, il y a des problématiques de compatibilité. Là, c'est plus Florian qui a répondu d'ailleurs. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'une méthode ou une autre, on l'utilise en fonction des problématiques éventuellement techniques du projet. Si demain on doit faire un site qui est accessible sur des navigateurs à J-10 ans, non, on va pas l'utiliser. Par contre, si on est sûr qu'on va pouvoir l'utiliser sur des navigateurs récents, en fait on est tranquille et on se le permet. En fait, à partir du moment où ça c'est validé avec le client et entre nous. Si c'est clair pour tout le monde, tant mieux. On vous enverra un mail prochainement pour vous transmettre justement la presse que vous avez vue. La vidéo sera accessible aussi.
Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On est dispo. On est là sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. On est un petit peu partout. J'espère que vous aurez appris quelque chose. J'espère que je vous aurai quand même un petit peu convaincu. Tant que le sujet est chaud, je vous invite à attaquer vite fait des tests, à regarder un petit peu, à vous faire votre propre avis en fait, et à vous faire votre propre avis et attaquer sur, attaquer de tester, à regarder un petit peu comment fonctionne Grid, à regarder un petit peu sur des projets que vous avez menés, comment reprendre des projets, reprendre des logos sur lesquels vous avez bossé, des identités, des clients, et voir un petit peu comment vous pourriez vous démerder pour trouver des points de départ de construction d'une grille. Et puis après, en vrai, si vous avez des trucs à montrer, n'hésitez pas, on est tout de suite. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Vous êtes dans notre base, donc on vous tiendra au courant des prochains mails aussi, des prochains lives, pardon, pas des prochains mails. Et puis voilà, en espérant vous avoir été utile, je vous souhaite un bon vendredi et un bon week-end à venir.